Cala Mosca. Cette étape représente une halte d'une demi-heure environ, durant laquelle vous écouterez les pistes 11 et 12. Vous pourrez prolonger la halte autant que vous le voudrez, surtout si vous désirez suivre des sentiers de la Sella del Diavolo. Vous vous trouvez maintenant sur la petite plage de Cala Mosca, qui termine sur la droite par une paroi calcaire montant jusqu'à la Torre dei Signali et se ferme à gauche en bas sur des rochers qui s'étendent vers le promontoire et qui cachent Cala Figuera. C'est le lieu idéal pour observer la mer à partir de ce bout de côte. Si vous regardez vers les parois rocheuses, vous verrez bien le phénomène de la formation des cannelures sur la ligne de brisement des vagues, là où le mouvement de la mer creuse profondément la roche. Il est même possible d'observer de la plage qu'il existe 3 types de fonds marins dans ce tronçon de mer. Celui qui est sableux, là où la couleur de l'eau apparaît plus claire et brillante, celui qui est rocheux, et celui où l'on voit les fonds recouverts d'épis d'eau, une plante sous-marine qui forme de vastes prairies sur les fonds marins. Chacun de ces fonds a des habitants différents. Une autre caractéristique de ces fonds est qu'ils sont peu profonds. Sur la droite de la crique, vous pourrez même voir émerger la partie supérieure de la végétation sous-marine. L'eau de cette crique possède moins d'1 mètre de profondeur, jusqu'à une dizaine de mètres de la côte, et beaucoup plus loin, elle ne dépasse pas les 6 ou 7 mètres. Devant les falaises, par contre, les fonds sont brusquement plus profonds, même si les profondeurs sont toujours assez modestes, de 5 mètres sous les parois rocheuses à 18 mètres plus au large. C'est ici que l'épi d'eau commence à former une prairie sous-marine, dans des eaux si peu profondes que par moments, les pointes de ses feuilles rubanées émergent de l'eau. Si vous faisiez une immersion dans ces eaux, les premiers poissons que vous rencontreriez seraient certainement des alaches. Ils se nourrissent d'algues et trouvent ici un environnement idéal. Leur forme est fuselée et écrasée sur les bords. Ils sont de couleur argentée avec des rayures dorées qui ont des reflets presque verdâtres. Si vous les voyez en dehors de leur habitat, on dirait que leur livrée est très voyante, mais cette couleur leur permet de se camoufler efficacement entre les feuilles filamenteuses des épis d'eau. Les mulets ou les muges se rencontrent facilement eux aussi dans ces eaux. Ils ont un corps de forme cylindrique, une tête assez grande et une belle couleur argentée avec le dos sombre, ce qui leur permet de se camoufler dans le bleu des fonds marins. La pêche au mulet est très active, contrairement à celle des alaches. C'est en effet avec leurs œufs que l'on produit l'une des plus fameuses spécialités gastronomiques de la Sardaigne, la délicieuse poutargue, en italien bottarga, connue et exportée dans le monde entier. En continuant votre immersion, vous rencontreriez certainement un grand nombre de lingues qui nagent dans l'eau au-dessus des rochers. Ce sont de petits poissons de 15 cm de long au maximum, de couleur brun sombre ou presque noire. La majeure partie des poissons que nous connaissons vivent dans cet habitat au milieu des épis d'eau. Il s'agit des sardinelles, des dorades, des oblades, des caplans et des rougets. Au fond des rochers, vous trouverez aussi de petits requins bleus et des girelles. Ce sont des poissons moins connus, mais avec de très belles couleurs, même si malheureusement celles-ci sont moins visibles dans leur milieu. Le fait de se camoufler est toujours une bonne méthode pour survivre. Seules les personnes qui ont une bonne vue peuvent ainsi voir les poulpes qui sont passés maîtres en cette matière et imitent parfaitement la couleur du fond de l'eau. La présence de tant d'espèces vivantes attire les poissons prédateurs qui se rapprochent de la rive pour chasser. Ce sont essentiellement le cas des bars, des liches et des cérioles. Mais il y a une nouvelle présence dans la Méditerranée, visible ici aussi, celle du barracuda. Il s'agit d'un prédateur marin typique des mers tropicales et qui est en train de se répandre avec succès ici. C'est un poisson long et fuselé à la couleur de l'acier, avec comme ornement des lignes parallèles sur les côtés. Sa bouche est grande et armée de longues dents en forme de cône. Ce sont des animaux qui peuvent atteindre 1 mètre de long.
La présence du barracuda fait partie d'un phénomène plus vaste qui voit des espèces d'animaux et de végétaux provenant de mers plus chaudes arriver et se répandre en Méditerranée. Il y a beaucoup d'autres espèces intéressantes encore qui vivent dans ces eaux, en dehors des poissons, comme par exemple la pinna nobilis, communément appelée nakera, la nacre. Il s'agit du plus grand bivalve de la Méditerranée, et sa coquille peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Elle s'attache sur les fonds avec l'extrémité de sa coquille, en produisant une touffe de filaments fins et résistants. Dans le passé, les sardes filaient le byssus, qui devenait comme de la soie dorée et était rare et précieuse. Aujourd'hui, la pinna nobilis est une espèce protégée et ce type de filature est devenu quasiment introuvable. Pour finir, parmi les rochers vivent encore quelques datteri di mare. Ce sont des mollusques bivalves qui se cachent dans les profondeurs des roches calcaires et qui les corrodent avec leurs excréments acides. Ils font partie des espèces protégées, non seulement parce que la pêche impitoyable dont ils ont été victimes les a fait pratiquement disparaître, mais également parce que les plongeurs doivent casser les rochers pour pouvoir les extraire, abîmant sérieusement les récifs. Vous pouvez éteindre maintenant votre guide audio et remonter vers la place. Vous pourrez ensuite emprunter la route qui longe la mer en la laissant sur notre droite. Vous irez donc dans la direction opposée au phare. Vous rallumerez le guide audio pour la prochaine piste devant l'hôtel Cala Mosca. La côte le long de la route de Cala Mosca. Vous pouvez parcourir à pied la route goudronnée qui longe la mer en la laissant sur votre droite. C'est une promenade qui dure environ 20 minutes, aller et retour. Juste après l'hôtel Cala Mosca, de l'autre côté de la route, vous verrez le panneau qui indique les sentiers que l'on peut parcourir, de la Selle du Diable. Ces sentiers mènent à certains points de vue panoramiques, d'où l'on peut admirer la plage du Poetto, vue d'en haut, et sur l'autre versant, celle de la petite crique de Calla Figuera. Sur la Sella del Diavolo, on trouve également des traces de la présence de l'homme qui remontent à l'Antiquité. Un monument punique se dressait en effet sur la colline. Malheureusement, il n'en reste rien de visible. Vous pourrez en revanche encore voir une profonde et dangereuse citerne qui est creusée en forme de tranchée et qui remonte à l'époque carthaginoise. Un petit monastère d'époque byzantine dédié à Sant'Elia se dressait également sur le dos de cette colline. Ces pierres furent probablement utilisées pour construire les 2 tours de garde qui sont aujourd'hui en ruine. La Torre del Poetto, qui a donné son nom à la plage, et la Torre Sant'Elia. Continuez le long de la route goudronnée. Vous pouvez voir maintenant, de chaque côté de la route, la végétation typique de cette colline. Le maquis, malheureusement abîmé par les activités humaines et par plusieurs incendies. Là où le maquis est indemne, vous pourrez observer des buissons de lentisques et de genévriers de l'époque phénicienne. La couleur plus claire et la hauteur des oléastres leur permet de se détacher parmi les lentisques et les genévriers. On trouve également de l'euphorbe parmi les lentisques qui devient d'une couleur rouge vif au début de l'été. Le cyste aux fleurs blanches est partout présent. C'est une plante typique de ces zones arides et c'est aussi l'une des premières à repeupler les lieux détruits par les incendies. Son parfum intense est facilement reconnaissable. Une des caractéristiques des plantes méditerranéennes est en effet leur parfum, et vous pourrez facilement sentir ceux des lentisques, des genévriers et des cystes, mais également ceux de l'armoise, que l'on appelle également absinthe, et de l'hélichryse. La menthe pousse également, mais on la trouve plus difficilement. Le caprier est une autre plante qui est courante sur ces roches calcaires et dont les fleurs encore fermées se présentent en petites boules vertes que nous utilisons comme condiment sur la pizza. Le palmier nain pousse aussi ici. Il représente le seul palmier sauvage européen. Il était utilisé pour ses fibres dans la fabrication des paniers,
mais il est aujourd'hui considéré comme une simple plante ornementale. Sur les roches près de la mer pousse le fenouil de mer. Il a de petites fleurs jaunâtres ou verdâtres et des feuilles épaisses. Sur la colline entre le maquis et les roches vivent de nombreuses espèces d'animaux. Les mammifères sont représentés exclusivement par les lapins sauvages qui forment de grandes colonies. En ce qui concerne les reptiles, vous pourrez rencontrer deux types de serpents, la couleuvre en fer à cheval et la couleuvre verte et jaune. Elles sont complètement inoffensives, comme tous les animaux de la Sardaigne. On rencontre beaucoup plus facilement les nombreux lézards tyrrhéniens qui se trouvent parfaitement bien sur les roches calcaires ensoleillées. Les espèces qui sont le plus représentées dans ces lieux sont encore les oiseaux. Nombreux sont ceux qui vivent et nidifient sur ces parois calcaires, comme les martinets et les hirondelles. Les corneilles et les colombes sont également présentes. Si vous êtes un passionné d'ornithologie, cherchez dans le ciel la silhouette des rapaces, en particulier celle du faucon pèlerin. Il y a en général toujours un couple qui nidifie sur les falaises de la Sella del Diavolo. Vous pourriez aussi voir pour votre plus grande joie quelques cresserelles qui chassent. Il s'agit d'un petit rapace élégant qui ressemble à un faucon miniature. Vous approchez de la fin de la route goudronnée qui finit à l'entrée d'un petit bâtiment balnéaire sur votre droite. Vous pouvez voir l'anse de Calla Figuera en face de vous, de l'autre côté du portail. Le sentier qui monte sur votre gauche conduit à cette crique, mais n'est pas facile à pratiquer en raison des fils de fer barbelés posés par les militaires. Le sentier est court, mais très dangereux car il est en surplomb. Même s'il est parcouru tous les jours par les amateurs de l'endroit, il est déconseillé de le suivre. Vous pourrez voir de nombreuses entrées de galeries et d'ouvrages militaires sur votre droite, sur l'avancée rocheuse qui se jette dans la mer. Aujourd'hui, cet espace est avant tout le royaume des grands goélands royaux. Au printemps et en été, vous pourrez les voir nidifier sur ce rocher qu'ils survolent en très grand nombre. La piste du Guide audio finit ici. Si vous le désirez, vous pouvez retourner en face de l'hôtel Cala Mosca pour parcourir les sentiers signalés qui grimpent vers le promontoire. Si vous préférez, vous pouvez vous déplacer avec votre moyen de transport jusqu'à la plage du Poetto et vous arrêter à hauteur du rond-point allant vers Quartu Sant'Elena. Vous pourrez y écouter